J'avais 33 ans et je croyais savoir ce qu'était la certitude. Elle portait le sourire de Léona. On aurait dit son rire qui résonnait dans ma cuisine tandis qu'elle remuait la sauce d'une main et tenait un verre de vin de l'autre. Nous nous sommes rencontrés à un festival gastronomique, un de ces après-midi chauds et animés où l'odeur de la viande grillée flottait dans l'air et où des inconnus se cognaient l'épaule comme de vieux amis. Elle a attrapé la même empanada que moi et nous avons ri tous les deux. Ce rire s'est transformé en conversation. Cette conversation s'est transformée en rendez-vous, et ce rendez-vous s'est transformé en 6 ans de vie commune. Je pensais que le destin nous avait réunis. Maintenant, je pense que c'était ironique. Léona avait le don d'illuminer une pièce. Et je l'avoue, j'étais fier d'être l'homme à ses côtés. Elle avait du charme, de l'esprit, de l'ambition et une grâce soigneusement étudiée qui faisait tourner les têtes. Les gens nous voyaient et disaient des choses comme « couple puissant » ou « objectif relationnel ». Mais ces gens ne voyaient pas les heures calmes, les nuits tardives, les efforts qui pesaient sur mes épaules comme des briques. Ils ne voyaient pas la version de moi qui renonçait aux promotions pour rester près du café en difficulté de ses parents, ni celle qui séchait les vacances avec mon père et ma sœur pour assister aux réunions de famille de Léona. Je me disais que c'était de l'amour. J'y croyais de toutes mes forces. À tel point que lorsque j'ai finalement fait ma demande en mariage avec la bague d'Alisa, celle que ma mère m'avait offerte avant son décès, j'ai cru sceller un avenir déjà écrit. Je me trompais complètement. La veille de notre mariage était censée être magique. C'est ainsi que Léona l'appelait. Un petit éclat avant l'éternité, dit-elle en enfilant une robe argentée et en m'embrassant sur la joue. Le dîner de répétition avait été tendu, certes, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. J'ai mis ça sur le compte de l'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du fait que ses parents avaient pris en charge la majeure partie de l'organisation. Je ne me suis pas laissé convaincre par ce que mon instinct me murmurait depuis des semaines, que quelque chose clochait. Le moment où tout a basculé n'a pas été dramatique. Ce n'était pas un accident de voiture ni une dispute. C'était plus calme que ça. C'était un rire. Pas n'importe lequel, le rire de Léona. Ce rire léger et naturel qui me faisait fondre. Mais cette fois, il était tranchant. Il venait après que sa sœur ait fait une remarque sur le repas que j'avais aidé à préparer. Espérons que les traiteurs de demain ne s'inspirent pas de ce soir, a plaisanté Carla. Le verre levé, Léona a ri. Ni forcé, ni sur la défensive, juste amusé. Quelque chose en moi a changé. J'ai vu ses épaules trembler, ses cheveux se secouer, elle s'est penchée vers ceux-là même qui s'étaient donnés pour sport de dénigrer mes efforts, mon passé et, pire encore, ma mère. J'ai entendu sa mère, Raël, parler d'Élise comme d'un fantôme indiscret. Elle avait de bonnes intentions, même si elle était un peu intense. Un autre éclat de rire. Ma mâchoire s'est serrée si fort que j'ai eu un goût de métal. Ma mère, Élise, avait été le genre de femme qui donnait sans poser de questions. C'est elle qui est arrivée avec de la soupe quand Léona a eu la grippe, qui a aidé Raël à relooker gratuitement le logo de son café, qui a traversé la ville en voiture à 2 heures du matin parce que le fournisseur de Gilbert avait raté une commande. Elle était graisse en mouvement. Et elle était partie, emportée par un cancer il y a 1 an. Ses funérailles avaient été modestes mais touchantes. Léona a pleuré à mes côtés, m'a tenu la main, m'a embrassé la tempe. Je pensais qu'elle comprenait le poids de la perte. Mais ce soir-là, tandis que ceux qui avaient le plus bénéficié de la générosité d'Alisa riaient à ses dépens, et que Léona souriait malgré tout, j'ai réalisé que j'avais pris silence partagé pour des valeurs partagées. Je me suis excusé et suis sorti sur le balcon de ce rooftop hors de prix. Midone bourdonnait en contrebas, les lumières vacillant comme si elles faisaient un clin d'œil au mensonge dans lequel j'allais me marier. Je me suis agrippé à la rambarde et j'ai essayé de respirer. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais. Que les gens disent des bêtises quand ils sont ivres. Cette tension se transforme en cruauté si on plisse les yeux suffisamment fort. Mais ce n'était pas une blague ou un rire. C'était le schéma, le rejet désinvolte. La façon dont Léona n'intervenait jamais, ne disait jamais, ça suffit. Ne disait jamais, c'est l'homme que j'aime. Respecte-le. Je suis resté là pendant 20 minutes. Personne ne m'a cherché. Ni Léona. Ni Raël. Ni Gilbert. Pas même Carla, qui avait au moins le culot de proférer ses insultes avec un enthousiasme ivre. J'ai regardé la ville, puis les étoiles. On y voit à peine à travers toute cette blouse. J'ai pensé à Élise, à son rire, à sa gentillesse, à sa force. J'ai pensé à ce qu'elle aurait dit si elle avait été là.
Et puis j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle m'aurait dit de partir, car Élise n'a jamais cru que l'amour devait vous coûter votre dignité. Quand je suis revenu, la musique avait changé. Un trio de jazz jouait un morceau doux et lent, et les invités s'agitaient avec des petits desserts et de faux sourires. Léona se tenait au fond, en train de parler à Gilbert Herrel. Et quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé comme si de rien n'était. C'est là que j'ai compris qu'elle ne pensait pas que quoi que ce soit s'était passé. Et ce fut le craquement final. Cette nuit-là n'a pas seulement ruiné une relation. Elle a mis fin à l'illusion sur laquelle j'avais construit ma vie. Je me suis endormi non pas en tant que futur marié, mais en tant qu'homme qui venait de voir la vérité dans sa forme la plus claire. Je ne connaissais pas Léona. Pas vraiment. Je savais qui elle me laissait croire, et j'en avais fini de me mentir. Ma mère s'appelait Élise. 5 lettres qui pèsent encore plus lourd que la plupart des éloges funèbres. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil. Elle n'était pas bruyante, mais c'était le genre de femme qui pouvait changer l'atmosphère d'une pièce entière rien qu'en y entrant. Il y avait un calme dans sa force. Le genre de personne sur laquelle on s'appuyait sans s'en rendre compte jusqu'à son départ. J'observais la façon dont les gens adoucissaient le ton en sa présence. Comment ils se penchaient vers elle lorsqu'elle parlait. Comment même mes amis les plus têtus prenaient ses conseils pour argent comptant. Elle n'élevait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Élise Warren vivait sa vie comme une tempête silencieuse, douce avec ceux qu'elle aimait, féroce quand il le fallait. J'avais 25 ans quand on a découvert la première tumeur. Ses mains n'ont jamais cessé de fonctionner, même après le diagnostic. D'une main, elle tapait des feuilles de calcul pour son association, tandis que ses autres bras étaient accrochés à la chimiothérapie. Les infirmières la connaissaient par son nom, non seulement grâce à ses visites, mais aussi parce qu'elle leur apportait du café et se souvenait du nom de leurs enfants. Même malade, elle se consacrait aux autres. Quand la famille de Léona s'est retrouvée dans une impasse financière, quand le café de ses parents a fait faillite après qu'une inspection sanitaire a signalé presque tout, j'ai vu ma mère signer un chèque sans sourciller. Elle n'a pas demandé à être remboursée. Elle ne s'est pas réjouie. Elle est simplement arrivée dans leur vie avec des solutions, proposant des prêts et des relations, et la famille de Léona a accepté. Sourire, gratitude, promesse. Je pensais que ce moment nous avait soudés tous ensemble, comme une famille élargie apprenant enfin ce que signifie s'appuyer les uns sur les autres. Elle donnait même des cours particuliers d'algèbre aux frères cadets de Léona, Miles, 2 fois par semaine. Il détestait les maths, mais il adorait ma mère. Il l'appelait professeur E. Il lui apportait des dessins, des blagues de mauvais goût, et même une fois une fleur fanée du trottoir. Elle les gardait tous. Elle disait que ce n'était pas la taille du geste qui comptait, mais le cœur qui l'animait. Et pourtant, malgré tout, elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Pas un seul, tu me dois quelque chose, ou, souviens-toi de ce que j'ai fait. Ce n'était pas son genre. Elle donnait parce qu'elle croyait en l'humain. Elle croyait à la rédemption et aux secondes chances. J'avais l'habitude de discuter avec elle à ce sujet, doucement, respectueusement. Je lui disais que certaines personnes prennent sans jamais rien donner en retour. Elle souriait et disait, alors, laisse-moi faire exception. Il n'oublie jamais. Lorsqu'elle est retombée malade, cette fois sans miracle en vue, je me souviens avoir observé Léona. Elle pleurait. Elle me tenait la main au rendez-vous. Elle a choisi les compositions florales pour la chambre de soins palliatifs. Pendant un temps, j'ai cru qu'elle comprenait vraiment. Je me souviens du jour où j'ai ramené Élise à la maison après un de ses longs séjours. Elle était plus mince, ses os pressés contre une peau autrefois chaleureuse. Léona avait allumé des bougies, mis son disque de lecture préféré d'Otis, et même cuisiné la recette de soupe de pommes de terre que ma mère adorait. Je restais dans cette cuisine à me dire, voilà la femme que je veux épouser. Maintenant, je repense à tout ça et je me demande si ce n'était qu'une question de performance, car lorsqu'Élise est décédée et que le silence est revenu dans la maison, c'est Léona qui a dit, il est peut-être temps de passer à autre chose. Une semaine seulement s'était écoulée. Nous étions encore entourés de fleurs de condoléances et de plats de service intacts. Je n'avais même pas encore rangé la chambre de maman, que Léona parlait déjà de lieux, de couleurs, de police d'invitation. J'étais complètement étouffé. Certains font leur deuil en allant de l'avant, non? C'est ce que je me disais. Mais maintenant, je vois les failles dans ces moments. Les subtils changements de ton. La façon dont elle grimaçait chaque fois que je mentionnais le nom d'Alisa après les funérailles,
comme si c'était un poids qu'elle ne voulait plus porter. Je me souviens d'un soir, assise par terre dans ma chambre d'enfant, tenant le vieux coffret à bijoux d'Élise. À l'intérieur se trouvait une pochette en velours avec un médaillon transmis de génération en génération. À l'intérieur du médaillon, une photo d'Élise enfant et une citation qui l'avait toujours marquée. Donner, c'est aimer sans compter. J'ai dit à Léona que je voulais l'intégrer au mariage, peut-être cousu dans la poche de mon smoking ou ajouté au ruban de son bouquet. Elle a souri. Ce sourire crispé que l'on a quand on fait semblant d'être d'accord. On pourrait peut-être faire quelque chose de nouveau, à la place, a-t-elle dit. Nouveau départ, nouveau symbole. J'aurais dû m'en douter, car des mois plus tard, lorsque nous avons rendu visite à Gilbert et Michel pour finaliser le dîner de répétition, Michel s'est moqué de moi en mentionnant Élise. Elle avait une forte présence, a-t-elle dit, faisant tournoyer son verre de vin comme si elle faisait une critique de pièce de théâtre. Très impliquée. Certains appelleraient ça du contrôle. Et Léona, elle, n'a pas dit un mot, n'a pas bronché, ne l'a pas corrigé. Elle a juste baissé les yeux sur son téléphone. Ce silence en disait long. Ma mère n'a pas co-signé de prêt, donné des miles pour les cours particuliers et sauvé leur café parce qu'elle voulait des applaudissements. Mais même le silence, quand il est complice, peut être cruel. J'attendais que Léona dise quelque chose pour rappeler à sa famille ce qu'Élise représentait, non seulement pour moi, mais pour eux. Mais elle ne l'a jamais fait. Et chaque fois que j'essayais, elle balayait l'affaire. Ne vivons pas dans le passé, disait-elle. C'est censé être une époque heureuse. Mais comment construire quelque chose de joyeux quand le fondement est le déshonneur? La dernière conversation que j'ai eue avec Élise était calme. Elle était fatiguée. Elle m'a demandé si j'étais heureuse, vraiment heureuse. J'ai dit, oui, je crois que j'y croyais à l'époque. Je crois que j'en avais envie. Elle a souri. Serre-moi la main. Alors tu as tout ce qu'il te faut, a-t-elle dit. Ne laisse personne éteindre cette lumière en toi. Tu m'entends, Dom? Même pas ce qu'on aime. Je t'entends maintenant, maman. Je t'entends plus fort que jamais. Il existe un genre particulier d'insulte qui ne vient ni à voix haute ni à mots crus. C'est celle qui s'invite avec un sourire, porte une veste de costume et sirote du vin importé tout en te rabaissant d'un ton si posé qu'on les en remercie presque. C'était Gilbert et Michel. Toujours habillés comme s'ils présentaient un talk show. Toujours à parler comme si leurs opinions étaient à noter. Dès le début, ils m'ont traité comme une nouveauté. Ni dangereux, ni menaçant, juste amusant. Je venais d'un milieu modeste. Mon père était chauffeur de bus à la retraite. Ma mère, une ancienne institutrice devenue travailleuse sociale. Nous vivions dans une maison de 2 chambres avec des sols irréguliers et des rires qui résonnaient. Mais pour eux, c'était comme si je sortais d'une émission de télé-réalité. J'étais une curiosité avec une bonne posture. Michel a un jour qualifié mon quartier d'enfance de pittoresque. Elle disait ça comme on décrit un magasin d'antiquités qui sent le moisi. Et Gilbert, il pensait me complimenter quand il a dit « C'est impressionnant comme tu te comportes bien, vu ton point de départ ». Je me souviens du rire de Léona ce jour-là. Léger, comme si elle essayait d'adoucir la situation. J'ai laissé tomber. Il était tôt. Je me suis dit de ne pas faire de vagues. Je me suis dit que l'amour était synonyme de compromis. Mais avec le temps, ce rire a cessé de ressembler à de la nervosité et a commencé à ressembler à un accord. À mesure que les préparatifs du mariage avançaient, les changements sont devenus impossibles à ignorer. Mes suggestions ont été accueillies par des hochements de tête polis et des suppressions discrètes. J'avais voulu inclure une lecture d'un des auteurs préférés de ma mère, James Baldwin, mais Léona a trouvé que cela ne collait pas avec l'esthétique. Quand j'ai proposé d'inviter Madame Camard, la femme qui me gardait et qui faisait les meilleurs poufs du quartier, Léona a hésité. Nous avons peu de place, a-t-elle dit. Restons proches en famille. Pendant ce temps, ses parents ont invité des cousins au 3e degré et des partenaires commerciaux comme s'il s'agissait d'un événement de réseautage. Je l'ai vu venir. L'effacement de mes racines, de mes souvenirs, de ma place dans cette union. Mais je me disais que c'était normal, ces conflits familiaux, cette organisation de mariage toujours chaotique. J'ai commencé à ravaler les choses, à ravaler les silences, à ravaler les moments, jusqu'à ce que l'amertume prenne racine. Un soir, je suis rentré tard du travail. Léona était assise à la table à manger, son ordinateur portable ouvert et des magazines de mariage éparpillés sur le bois. Elle rayonnait, du moins en apparence.
Je l'ai regardé faire défiler des images de table, de capes et d'échantillons de calligraphie, et quelque chose en moi s'est crispé. J'ai demandé prudemment, tu as reçu l'email que je t'ai envoyé pour l'idée du centre de table avec les violettes pressées et les petites cartes de citation? Elle n'a pas levé les yeux. Oui, je l'ai vu. C'est mignon, mais maman a trouvé une entreprise qui fait des bougies votives en cristal sur mesure. C'est déjà réglé. Réglé comme si mes pensées étaient en désordre. Comme la fleur préférée de ma mère, quelque chose que j'avais voulu honorer était une serviette en papier qu'elle avait jetée. Je n'ai rien dit, je suis resté planté là. Elle a finalement levé les yeux. Quoi? Demanda-t-elle. Rien, répondis-je. Mais ce n'était pas rien. C'était chaque montage discret, chaque rire qu'elle n'avait pas étouffé. Chaque fois que je la voyais disparaître un peu plus profondément dans leur univers, je commençais à remarquer sa façon de s'habiller quand nous allions chez eux. Pas seulement stylée, mais soignée, des lignes épurées, des étiquettes affichées subtilement, mais intentionnellement. Ce n'était pas une question de mode. C'était une question de signal, d'appartenance. Elle portait son ambition comme une armure. Et quand je me tenais à côté d'elle, manches retroussées et bottes en cuir chiné, je ne correspondais pas. J'étais un remplaçant sur des photos qui seraient soigneusement recadrées. Mais ce n'était pas seulement les vêtements. C'était sa voix, la façon dont elle changeait autour d'eux, l'inflexion, le rythme, la façon dont elle parlait de notre vie ensemble comme si elle se l'expliquait encore à elle-même. Dominique se débrouille bien, disait-elle. Il a du potentiel. Comme si j'étais un choix prometteur à la draft, pas un partenaire, un projet. Et pourtant, je tenais bon, car quand on était seul, au lit le soir ou à cuisiner ensemble le dimanche, ça semblait encore réel. Je voyais encore la fille que j'avais rencontrée à ce festival gastronomique. Celle qui dansait sur du Marvin Gaye, la sauce sur la joue et les yeux pleins de rêve. J'adore cette version d'elle. Je voulais croire qu'elle était toujours là. Mais l'amour n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est de savoir si on se rencontre à mi-chemin. Plus j'essayais de faire une place à ma mère dans la cérémonie, plus je rencontrais de résistance. J'ai demandé si on pouvait mettre une photo d'Élise sur la table commémorative. Léona a dit, ce ne serait pas trop sombre pour une célébration? J'ai proposé d'utiliser un vieux verre d'Alisa dans nos vœux. Léona a changé de sujet. Tout cela s'est résumé, non pas à un cri, mais à un silence si fort qu'il m'a fait siffler les oreilles. Puis, un soir, j'ai entendu elle au téléphone avec quelqu'un. Peut-être sa sœur, peut-être une amie. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais la porte était entr'ouverte et sa voix portait. Elle riait. Il est gentil, dit-elle. Simple, mais adorable. Léona se porte bien. C'est un pas en avant pour lui, vous savez, un pas en avant. Comme si épouser leur fille m'avait élevé. Comme si Élise, qui avait autrefois sauvé toute leur entreprise de la faillite, avait soulevé une demande de charité qu'ils avaient eu la gentillesse d'accepter. Je suis reparti ce soir-là avec un sentiment de vide, pas de colère, pas encore, juste un vide. Parce que j'ai réalisé que ce mariage ne manquait pas seulement de ma voix. Il manquait la présence de ma mère, son souvenir, son héritage. Petit à petit, il l'éliminait de la journée. Et Léona, elle, ne s'y est pas opposée. C'est elle qui a tenu les ciseaux. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de demander à être incluse. J'ai commencé à observer comment l'amour devient vite conditionnel. Comment le silence peut trahir plus fort que les mots. C'était censé être une célébration, un dîner de répétition. Une dernière soirée chaleureuse et intime avant l'échange des vœux et l'enfilage des alliances. J'imaginais quelque chose de chaleureux. Nos familles se sont réunies pour rire, des histoires se sont partagées, les bougies vacillaient doucement tandis que nous on a trinqué à ce qu'on pensait être pour toujours. J'avais même repéré ce petit monstre au mur de briques et un trio de jazz qui jouait doucement dans un coin. C'était ça, la mienne, du moins. Mais Gilbert et Michel avaient d'autres plans. C'est la tradition que la famille de la mariée organise le dîner de répétition. Michel me l'a rappelé un soir avec ce sourire crispé qu'elle arborait en faisant semblant de ne pas me bousculer. Et c'est déjà prêt. La salle sur le toit de Midone ressemblait plus à un décor de cinéma qu'à une famille. Des murs de verre, un éclairage qui changeait de couleur au coucher du soleil. Des serveurs en gilet noir flottaient avec des flûtes de champagne et des assiettes d'amuse-gueule dont aucun de nous ne pouvait prononcer le nom sans chercher sur Google. Je suis arrivé tôt avec mon père Lionel et ma sœur Brenna.
Nous sommes sortis de l'ascenseur et sommes entrés dans un espace qui respirait la richesse et la sobriété. Comme si même les rires ici avaient un code vestimentaire. Ils ont loué cet endroit juste pour ce soir, demanda Brenna en ajustant la bandoulière de son sac à main. Pour un dîner de répétition, j'ai hoché la tête lentement. Ouais, je suppose que c'est leur façon de célébrer. Elle s'est penchée plus près. On dirait plutôt un lancement d'entreprise. Qui sont la moitié de ces gens? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Elle avait raison. J'ai reconnu une dizaine de visages, quelques amis communs, quelques membres de la famille. Les autres étaient des inconnus. Les associés de Gilbert, le professeur de yoga de Rel et un homme qu'elle appelait autrefois son médium, mais pas vraiment. Mon côté de la famille, confiné à une table d'angle avec vue sur une plante décorative et le panneau de sortie. Léona est arrivée un peu après nous, radieuse dans sa robe argentée et ses talons qui claquaient sur le marbre comme une ponctuation. Son large sourire était parfait, prêt pour l'appareil photo. Elle se glissait de table en table, les joues gonflées d'air, récoltant les compliments. Lorsqu'elle m'a enfin rejoint, elle a murmuré « ça va ». J'ai réussi à esquisser un petit sourire. Bien sûr, je prends tout ça en compte. Elle m'a embrassé rapidement sur la joue. Ce soir va être génial. Respire, tout simplement. D'accord. J'ai hoché la tête, même si rien ne semblait aller. Il n'y avait pas de répit. Tout était chorégraphié, posé. Même la musique, comme des morceaux classiques diffusés sur des enceintes cachées, semblait digne d'un film muet sur des regrets coûteux. Le dîner était joué, pas servi. Risotto au safran et magret de canard, accompagné d'un vin choisi par un samoléier que Gilbert affirmait être un artiste de la palette. Mon père s'efforçait d'être poli, tranchant soigneusement sa part, mais Brenna abandonna et fit circuler la sienne dans l'assiette comme si elle pouvait changer si elle y croyait suffisamment. On dirait plutôt un gala d'entreprise, murmura Brenna, la voix tendue par l'agacement. Où est le moment où nous aurions tous des histoires d'enfance gênantes et nous disputons pour savoir qui aura le dernier rôle? J'ai ri sous cap. C'était le premier vrai moment de la soirée. Puis vinrent les discours. Rel se leva la première, tapotant son verre avec une fourchette comme si elle dirigeait un orchestre. J'aimerais dire quelques mots, commença-t-elle d'une voix délicate, entraînée. Elle serait dit, incertaine de la direction que cela prenait. Elle commença gentiment, vantant les mérites de Léona, son dynamisme, son sens du style. Puis elle pivota et me jeta un coup d'œil comme si j'étais une pensée secondaire. Et bien sûr, nous avons tous appris à apprécier Dominique. Il a tant appris à Léona, surtout la patience en classe. Ses yeux pétillèrent. Un rire poli éclata dans la salle. Je me figeai. La patience en classe. Je ne savais pas si c'était une blague ou un avertissement. Puis Gilbert se leva. N'oublions pas la chère mère de Dominique, Élise, dit-il en levant son verre. Toujours prête à intervenir, qu'on le lui demande ou non. De nouveaux rires. Bruyant cette fois. Michel se joignit à lui, posant une main sur son bras, fière. Elle voulait bien faire, ajouta-t-elle en sirotant son vin. Même si elle était un peu intense. Ce mot, intense. C'était une claque plus forte que toutes les insultes que j'avais reçues. Élise n'était pas intense. Elle était intentionnelle. Elle était là pour les gens ne le méritaient pas. Quand le fournisseur de Gilbert a lâché l'affaire il y a 2 ans, Élise a passé 20 coups de fil avant de trouver un remplaçant. Quand la refonte du café de Michel a fait un flop, Élise s'est portée volontaire pour créer un nouveau logo. Pas de facture, pas d'ego, juste des efforts. Et voilà qu'il réduisait son héritage à une chute. Je me suis tourné vers Léona, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle intervienne, qu'elle se lève, mais elle s'est contentée de sourire. Ni timidement, ni gênée, mais avec aisance. Elle a ri, même doucement, mais sincèrement, comme si elle avait aussi attendu la blague. J'ai senti la chaleur me monter à la poitrine. J'ai essayé de respirer, de laisser passer, de me rappeler que ce n'était qu'un instant parmi tant d'autres. Mais ce n'était pas qu'un instant. C'était l'aboutissement, le dévoilement, la preuve de tout ce que je n'avais pas voulu admettre. Le nom de ma mère prononcé, déformé, moqué. Dans une pièce pleine d'inconnus, tandis que la femme que j'aimais laissait faire, Brenna s'est penchée plus près. « Ça va » demanda-t-elle doucement, la mâchoire serrée. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Les mots restèrent coincés derrière les bords tranchants de ce mot, intense. Je tendis la main vers mon verre d'eau,
la main tremblant légèrement. Mon père ne dit rien, mais je vis la ligne serrée dans sa bouche. La façon dont ses épaules se raidirent. Ce n'était pas une célébration. Ce n'était pas une répétition. C'était un dépouillement public de sa dignité, habillé de derve et de vin. Et à cet instant, je compris quelque chose que je ne pouvais ignorer. Demain n'arrangerait rien. Demain ne me sauverait pas. Parce que ceux qui allaient devenir ma famille venaient d'enterrer la mienne avec un sourire, et la femme que j'étais censé épouser leur tendit l'appel. Ce fut le verre de Rel qui capta la lumière en premier, à pied fin, coûteux, levé haut comme une reine préparant son décret royal. Elle sourit comme si le toast était spontané, mais je savais qu'il avait été répété. Tout en elle était orchestré. De ses 12 boucles épinglées justes. Alors, jusqu'à la teinte de rouge à lèvres assortie à ses chaussures. Rel ne faisait jamais rien sans intention, y compris les insultes. Je voulais juste dire qu'elle commençait par dire combien cette soirée était belle et combien nous étions reconnaissants d'accueillir Dominique dans notre famille. Ce passage a valu des applaudissements polis. J'ai forcé un sourire crispé. Léona a tant appris à Dominique. Rel continua en se tournant légèrement vers moi. Surtout la patience et la classe. Des rires ont résonné dans la salle. De vrais rires. Pas ceux qu'on force par politesse, mais ceux sincères qui piquent parce qu'ils touchent. Mon père se redressa sur sa chaise. La main de Brenna serrait si fort son verre de vin que j'ai cru qu'il allait se briser. J'ai cligné des yeux, essayant de la repousser. Peut-être avais-je mal entendu. Peut-être qu'elle était gentille. Mais Gilbert s'est levé, ajustant sa cravate comme s'il acceptait une récompense. Et n'oublions pas la mère de Dominique, Élise. Sa voix était mielleuse, sarcastique, toujours prête à intervenir, qu'on le lui demande ou non. Le rire qui a suivi n'était plus poli. Il était audacieux, effronté, bruyant. De quoi faire tourner les têtes. Je sentais tous les regards dans la pièce se porter entre moi et ceux qui transformaient ma mère en un exemple édifiant. Elle voulait bien faire, ajouta-t-elle tandis que la pièce se calmait, même si elle était un peu intense. Ce mot, encore une fois, intense, comme si la générosité de ma mère était un fardeau. Comme si sa loyauté était un défaut. Comme si la femme qui avait aidé à payer leur équipement, qui avait donné à Gilbert et Rel des deuxième et troisième chances qu'ils ne méritaient pas, n'était qu'une plaisanterie à raconter autour d'un verre de vin et d'un bâillement. Je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Je restais assis là. Tous les muscles de mon corps se contractèrent tandis que la rage s'infiltrait lentement dans ma poitrine. Je jetai un coup d'œil à Léona, espérant, priant pour qu'elle ait l'air horrifiée, ou du moins surprise. Mais elle souriait. Pas le genre de sourire doux et partagé qu'on arbore lorsqu'on est pris dans un moment qu'on regrette. Non, c'était facile, familier. Elle rit comme les autres. Un petit rire comme celui-là était normal, comme si c'était normal. Je me sentais comme si on m'avait donné un coup de poing dans la gorge. Brenna se pencha. « Tu entends » murmura-t-elle d'une voix sèche et basse. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Quelque chose de froid et de définitif s'installa en moi. Comme si un rideau s'était levé et que je pouvais enfin voir toute cette histoire pourrie pour ce qu'elle était. Je n'étais pas juste un étranger. Je n'étais pas juste le type qu'il tolérait pour Léona. J'étais la chute et Élise. Elle était un dommage collatéral et le décor comique qu'ils avaient déguisé en fait. Gilbert prit une autre gorgée de vin et me lança un sourire narquois. C'était une femme aux opinions bien arrêtées, c'est sûr. Telle mère, tel fils, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Mon père s'éclaircit la gorge, les jointures écartées, agrippé au bord de la table. Il ne parlait pas souvent en public, mais quand il le faisait, c'était toujours avec détermination. Ce soir-là, cependant, il resta silencieux. Je pense qu'il attendait de voir ce que j'allais faire, ce que son fils, le fils d'Alisa, allait faire. Le tintement des couverts reprit. Les conversations reprirent comme si de rien n'était. Léona s'excusa pour aller parler à une cousine éloignée de l'autre côté de la pièce, s'éloignant du rayon d'explosion comme si tout n'avait pas tourné autour du souvenir de ma mère en train de se déchirer. J'étais assise là, les yeux rivés sur mon assiette, intacte. J'avais passé des années à gagner leur réconfort, des années à être présente, à donner un coup de main, à garder le silence malgré des renvois subtils et des coups bas. J'avais contribué à sauver leur café quand personne d'autre ne le voulait. J'avais partagé les talents de ma mère, sa sagesse, son amour, et il la lui avait rendu par des moqueries. Et Léona. Elle les laissait faire.
Il n'y eut aucune défense. Aucun moment où elle se leva et dit « Ça suffit ». Aucune trace de gêne sur son visage, seulement un rire. Ce rire doux, privilégié, raffiné qui me disait qu'elle avait sa place ici. Vraiment sa place. Et je ne l'avais pas. Je me levai lentement. Mes mains tremblaient, mais je refusais de laisser quiconque voir. J'ajustai ma veste, adressai un signe de tête à mon père et à Brenna, et me dirigeai vers les portes du balcon. Les lumières de la ville brillaient juste derrière la vitre, vives et inconscientes. Je suis sorti, laissant l'air me caresser, vif et frais. C'était plus calme ici. Je pouvais enfin respirer derrière moi à travers la vitre. La fête continuait. La musique jouait, les verres trinquaient. Michel se pencha pour murmurer quelque chose à Gilbert, et ils rirent tous les deux de nouveau. Je les imaginais raconter d'autres histoires, d'autres plaisanteries, d'autres blagues aux dépens de ma famille. La porte s'ouvrit. Je m'attendais à Léona. C'était Donna, une de ses tantes. Elle posa une main sur mon bras, une fausse inquiétude sur le visage. « Ne le prends pas trop à cœur, dit-elle. Il plaisantait, c'est tout. » Rel a toujours eu un sens de l'humour très développé. Je me tournai lentement vers elle. « Joueur ?» Elle haussa les épaules. « C'est leur façon de faire. Tu sais comment ils sont. » Non, je ne les connaissais pas, ou peut-être que je l'ai finalement fait. J'ai hoché la tête, retiré doucement sa main et n'ai rien dit de plus. Je fixai l'horizon, mon reflet à peine visible dans la vitre. Mon cœur battait trop fort pour que je l'ignore maintenant. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était le matin. Le matin, l'illusion, l'espoir, la femme que je croyais connaître. Je ne regardais pas seulement une salle pleine de gens se moquer. Je regardais la personne que j'étais censé épouser confirmer par son silence que tout allait bien. C'est ce qui m'a brisé. Pas le toast, pas les blagues, mais l'absence d'amour au moment le plus important. Les mots de Donna résonnaient encore dans mes oreilles lorsqu'elle est revenue dans la pièce, ses talons claquant doucement sur le sol de marbre comme un métronome comptant à rebours jusqu'à une explosion. Ils étaient juste en train de s'amuser, avait-elle dit. Comme si se moquer de l'héritage de ma mère était un jeu anodin, comme si rire aux dépens de la femme qui avait autrefois payé leur facture pouvait être intégré à un souvenir de mariage. Je me tenais là, sur le balcon, à contempler l'horizon de New York comme si ça pourrait me donner une raison de rester. Mais la vérité éclatait déjà, et un silence poli ne suffisait pas à la reconstituer. Je suis rentré lentement, d'un pas lourd, chacun plus fort que le jazz qui bourdonnait dans les enceintes. Les rires s'étaient transformés en verres qui trinquaient et en commérages feutrés. Les gens souriaient en me voyant, levant leurs flûtes comme si nous faisions encore semblant, mais la pièce penchait dans mon esprit comme si quelqu'un avait arraché le plaquage et exposé la barre en dessous. Je ne pouvais pas la déconcerter. Léona m'a repéré la première. Elle était en pleine conversation avec Carla, riant de quelque chose. Son sourire s'est estompé lorsque nos regards se sont croisés. Sa main a instinctivement tendu la mienne, mais je n'ai pas bougé. Ni vers elle, ni vers personne. Je me suis retourné et me suis tourné vers le centre de la pièce où Michel était toujours assise, verre à la main, savourant sa performance. Gilbert s'est penché en arrière comme un homme qui vient de conclure une affaire. Ils ne m'ont même pas remarqué au début. Ça a presque aggravé les choses. J'aimerais dire quelque chose, dis-je d'une voix basse mais claire. Le silence s'installa brusquement. Les chaises changèrent de place. Les têtes se tournèrent. Même le serveur le plus proche de moi se figea en plein milieu d'un pas. La voix de Léona l'interrompit trop brusquement. Dominique, on devrait peut-être. Non, dis-je non. Elle se laissa retomber, le visage impassible. Michel pencha la tête, s'attendant visiblement à un remerciement, ou peut-être à un toast romantique pour me féliciter de ma chance. Elle était tellement déconnectée. Elle se croyait tellement au-dessus de tout. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as traité ma mère d'intense. J'ai commencé à regarder elle droit dans les yeux. Tu l'as traitée d'insistante. D'impatiente. C'est drôle, parce que je me souviens d'une fois où tu n'as pas pu la remercier assez vite, quand elle a co-signé ce prêt qui a empêché la fermeture de ton café. Rel ouvrit légèrement la bouche, mais je ne m'arrêtai pas. Je me souviens qu'elle donnait des cours à Miles 2 fois par semaine gratuitement, même quand ses mains lui faisaient mal à cause de la chimio. Je me souviens qu'elle se réveillait à 5 heures. AM.
pour vous aider à préparer l'inventaire lorsque votre fournisseur s'est retiré. Je me souviens qu'elle t'a apporté de la soupe quand vous étiez malade, réécrivant votre menu de café, conduisant Léona aux interviews et concevant votre nouveau logo lorsque vous étiez trop fauché pour embaucher un graphiste. La chambre était morte maintenant. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre a chuchoté, « Que se passe-t-il » ? Mais ce soir, dis-je. Vous avez ri d'elle. Vous avez transformé sa mémoire en blague, un avertissement, quelque chose pour siroter du vin. Gilbert se leva, sa voix tranchante. Maintenant, attendez une minute. Non, j'ai dit en verrouillant les yeux avec lui. Vous avez eu votre minute. Maintenant c'est à moi. Je me suis tourné vers la pièce vers toutes les personnes que je ne connaissais pas. Les associés commerciaux, les clients, les cousins des tiers qui connaissaient à peine le deuxième prénom de Léona. Je veux que tout le monde ici comprenne quelque chose. Elise Warren n'a pas donné pour vous impressionner. Elle a donné parce qu'elle croyait que les gens méritaient les deuxièmes chances. Elle a donné parce qu'elle pensait que la gentillesse comptait plus que le crédit. Et ce soir, je me suis arrêté, serré à la gorge. Ce soir. Tu es déshonoré cela. Dominique, a dit Léona, sa voix basse. S'il vous plaît, pouvons-nous juste me tourner vers elle? Tu as ri. C'est tout ce que j'ai dit. 3 mots. Mais c'était suffisant. Son visage se figea. Ses lèvres se séparaient comme si elle pouvait le nier. Mais elle savait mieux. Elle avait. Elle l'a fait. Pendant que sa famille dissecte la femme qui m'avait aimé et les soutenait toutes. Elle a ri. Avez-vous une idée de ce que cela m'a fait? Je lui ai demandé. Plus calme maintenant, mais toujours ferme. Je me suis assis ici pendant que vos parents transformaient ma mère en une note de bas de page dominante et vous les laissez. Gilbert s'avança à nouveau. Dominique, vous êtes dramatique. Dramatique? Dis-je en riant une fois, amer et brute. Vous pensez qu'il s'agit du drame? Ma mère est morte. Elle est partie. Et au lieu de l'honorer, ou du moins en respectant sa mémoire, vous vous êtes tenu ici et l'avez effacée avec une pointe clean. Et vous vous attendez à ce que je sourie et que je passe avec 2 mains comme si cela ne s'est jamais produit? Rel posa son verre. Ce n'est guère le temps. Non, je l'ai encore dit. C'est exactement le temps. J'ai regardé autour de la pièce. Les gens chuchotaient, certains avec pitié, certains avec agacement, mais je m'en fichais. Je n'étais pas là pour maintenir une image. Je n'étais pas là pour protéger le réconfort de quiconque, mais le nom de ma mère. Je me suis retourné à Léona, qui était devenue pâle. Ce mariage est terminé. Des halètements dispersés dans la pièce comme des éclats d'obus. La mâchoire de Carla a chuté. Michel a en fait laissé échapper un son, quelque chose entre un halètement et un moqueur. Gilbert semblait que quelqu'un venait de boire un verre sur son visage, mais je n'ai pas tressaillé. Léona s'avança, sa voix tremblant. Vous faites vraiment cela en ce moment. Je t'aimais, dis-je. Mais je n'épouserai pas quelqu'un qui ne peut pas défendre la femme qui a aidé à construire les bases de votre avenir. Je ne me marierai pas dans une famille qui croit que la gentillesse est la faiblesse. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais je ne la réconforte pas. J'ai regardé une fois de plus dans la pièce, mémorisant chaque visage suffisant, choqué et silencieux. Vous pensiez tous qu'elle était oubliable. Mais je promets vous, le nom de ma mère, vous vous souviendrez plus longtemps que n'importe lequel d'entre vous se souviendra de ce vin ou de cette vue. Et avec ça, je suis sorti. Pas dans une ruée, pas dans la colère, mais en vérité. Et pour la première fois ce soir-là, je pouvais enfin respirer. Vous auriez pu entendre une épingle tomber dans cette pièce après l'avoir dit. Ce mariage est terminé. L'air a changé. Pas progressivement, pas subtilement, mais instantanément, comme quelqu'un avait éliminé tout l'oxygène du bâtiment. Les gens se sont figés avec leur fourche à mi-chemin à la bouche. Les conversations se sont effondrées au milieu de la phrase. Chaque tête se tourna vers moi comme s'ils essayaient de décider si j'étais sérieux ou si je créais une scène sur laquelle ils pouvaient bavarder sur le dessert. Mais je ne créais pas de scène. Je terminais une mascarade. Léona me regarda comme si elle ne reconnaissait pas l'homme debout en face d'elle. Le même homme avec lequel elle avait choisi des draps et des tableaux de siège. Le même homme qui avait l'habitude de se frotter les épaules après une longue journée et d'écouter ses rêves comme s'ils étaient des IMS sacrés. Sa bouche s'ouvrit puis se ferma à nouveau. Je pourrais voir la guerre se produire derrière ses yeux.
Entre la fierté qui lui a dit de se déchaîner et la panique qui lui a dit que c'était réel. Tu as ri, je l'ai dit à nouveau, plus calme cette fois. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas une performance. C'était une vérité prononcée comme un verdict. Elle fit un pas en avant, secouant la tête. Dominique, vous réagissez de manière excessive. C'était une blague. Un mauvais, oui. Mais non, j'ai interrompu. Ce n'était pas seulement une blague. Cela fait des années de licenciement silencieux, de silence quand j'avais besoin de soutien. De regarder vos parents traiter ma mère comme une charité, puis comme un encombrement, et vous les laisser. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle atteignait moi. Pouvons-nous en parler, s'il vous plaît? Tout simplement pas ici. J'ai reculé. Pourquoi pas ici? Il se moquait en public. Permettez-moi de la défendre en public. Gilbert se tenait maintenant, essayant de récupérer le contrôle. Fils, tu t'embarrassais. Je me tournai lentement vers lui. Ne m'appelle pas fils. Vous ne m'avez jamais traité comme un. Tu m'as traité comme une échelle de pas. Quelques murmures se sont levés dans le dos. Quelqu'un, probablement l'un des clients de Gilbert, a laissé échapper une expiration aiguë comme celle-ci était trop non raffinée à leur goût. Mais les gens qui comptaient le plus pour moi, ils n'ont pas tressailli. Ils savaient que ce n'était pas seulement un moment. C'était un point culminant. J'ai entendu une chaise se gratter derrière moi. Mon père s'est levé. Pas de mots, juste une présence, régulière, immobile. Puis Brenna se leva à côté de lui, son visage verrouillé avec fierté et fureur. Elle a marché à mes côtés. Pas d'hésitation. Un par un, quelques-uns de mes amis les plus proches, Kurt, Anthony, Jamal, se tenaient aussi. Il n'y avait pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste de la dignité, des hommes et des femmes qui ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un mariage annulé. Il s'agissait d'une ligne qui avait été franchie trop de fois. Le visage de Léona froissé. Alors quoi? Vous allez juste vous éloigner de tout cela? J'ai fait un geste vers le lustre au-dessus de nous, au couvert poli et à la vue panoramique d'une ville. Il s'en fichait plus. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas une famille. C'est une performance. Celui que j'aurais dû sortir il y a longtemps. Michel a fait un bruit, offensé, amer. Tu es cruel. Je me tournai enfin vers elle. Tu sais ce qui est cruel? Prendre le nom d'une femme qui vous a aidé, vous aimez et le traînant à travers des rires comme si elle était une punchline. Élise a donné plus à votre famille que n'importe lequel de vos invités ce soir, et tout ce qu'elle a obtenu en retour était un ridicule. Tu penses qu'elle était parfaite? Rel cassé. Non, j'ai dit qu'elle était humaine, mais elle était bonne, et vous ne pouviez pas voir au-delà de votre propre arrogance pour réaliser ce que vous aviez. Vous ne pouvez toujours pas. La tension dans la pièce s'était épaissie comme si nous étions tous debout au milieu d'un orage qui ne s'était pas encore cassé. Personne n'a déménagé. Personne n'a osé. La playlist a continué à tourner doucement en arrière-plan comme s'il se moquait de nous. Une version à cordes d'une chanson d'amour qui n'avait rien à voir avec ce qui venait de mourir. Les épaules de Léona s'affaissaient. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de perdre quelque chose mais qui n'avait pas pleinement compris ce que c'était. Je t'aimais, murmura-t-elle. Je les croyais. C'était la partie la plus difficile. Je croyais qu'elle l'avait fait. Mais l'amour n'est pas seulement des mots doux et de jolies nuits. Il se tient à côté de quelqu'un quand c'est gênant. Cela défend leur nom quand ils ne sont pas dans la pièce. Cela dit à votre propre sang de s'arrêter quand ils franchissent une ligne. Et elle n'avait pas fait de cela. Je sais que vous l'avez fait, j'ai passé, mais pas assez. Et c'était la dernière chose que je l'ai dit. Les cartes de non et les illusions traitées. Mais ça n'est pas venu. Tout ce que je ressentais était une sorte de paix étrange et douloureuse. À l'extérieur, le ciel était un gris plat, le genre qui penda à New York comme un avertissement. La rue était calme pendant un vendredi soir, presque respectueuse. J'ai inhalé l'air froid comme si ça me devait quelque chose. Je suis fier de toi, dit mon père tranquillement. Brenna a touché mon épaule. Elle ne méritait pas votre silence. Et ce soir, elle ne l'a pas compris. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas encore parler. Ma voix était toujours de retour dans cette pièce, enterrée sous des années pour essayer d'être agréable, respectable, tolérable. Mais je n'étais plus un marié.
J'étais un fils. Et ce soir, je me suis défendu pour ma mère. 3 jours se sont écoulés après la sortie, et aucun d'entre eux ne se sentait comme si j'avais imaginé le matin après une fête de fiançailles. Je m'attendais à des larmes, peut-être même à regretter, mais à la place, il y avait ce calme en moi qui n'était pas là depuis des mois. Le poids s'était levé. Le mensonge était terminé, mais le silence du côté de Léona, de Gilbert et Michel, avait l'impression d'avoir son propre son, un bourdonnement bas et persistant dans mon esprit que je ne pouvais pas ignorer. J'ai passé ces 3 jours à ne faire que de trier les souvenirs. J'ai emballé les valises des préparatifs de mariage, le smoking que j'avais commandé, les chaussures que j'avais polies. J'ai fermé la porte à la salle de rechange où les cadeaux de mariage étaient empilés. Je ne pouvais pas les regarder. Pas encore. Ce n'est que lorsque j'étais sûr que je n'allais pas perdre la tête si je voyais le cadre photo décoratif qui était censé faire gravir nos noms. Celui qui a une autre image de fiançailles imprimée dans un ton sépia chaleureux, semblant que nous avions tout compris. Mais c'est la boîte de souvenirs qui m'a frappé le plus durement. Je l'avais ouvert sur un coup de tête. Je ne cherchais rien, mais il était niché entre les vieilles lettres et bibelots qu'Élise avait conservés au fil des ans. Le médaillon, celui qu'elle avait porté le jour de son mariage, celui qui avait été transmis de génération en génération dans notre famille. Il était petit, délicat, avec une chaîne d'argent et un travail filigrane complexe. À l'intérieur, c'était une photo d'Élise en tant que jeune fille tenant un livre dans ses mains avec une expression silencieuse et féroce sur son visage. Sa vie n'avait pas été parfaite. Loin de là. Mais c'était une vie vécue pleinement, généreusement, avec un cœur ouvert. Et à l'arrière du médaillon se trouvait une citation qu'elle avait écrite elle-même, celle que je l'avais entendue me répéter 1000 fois. Donner, c'est aimer sans demander un retour. Le médaillon avait toujours été plus qu'un simple bijou. C'était un symbole, un rappel de tout ce que ma mère défendait. Tout ce qu'elle avait donné aux gens qui comptaient le plus pour moi. Quand j'ai ouvert la boîte cet après-midi, je n'ai même pas eu à regarder à l'intérieur pour savoir que quelque chose n'allait pas. Le médaillon manquait. Je pouvais sentir l'espace creux où il s'était reposé une fois. Mon cœur est tombé. J'ai passé au crible le reste de la boîte, mes doigts tremblaient légèrement, mais ce n'était pas là. Il n'était pas caché sous quoi que ce soit. Il était parti. Et lorsque les secondes passaient, le silence dans la pièce semblait s'étendre plus longtemps. Je savais qu'il avait pris. Il n'y avait qu'une seule personne qui était dans mon appartement depuis la rupture. Une personne qui avait accès aux choses que je n'aurais jamais imaginé toucher. Léona. J'ai regardé l'endroit vide dans la boîte. Mon esprit essayant de rattraper l'inondation soudaine de l'incrédulité. Pourquoi? Pourquoi prendre quelque chose d'aussi personnel? Quelque chose qui avait signifié tant pour ma mère et pour moi? Était-ce une façon de s'accrocher? Une façon de se sentir connecté à quelque chose qu'elle ne pourrait jamais avoir? J'ai attrapé mon téléphone. Il n'y avait pas besoin d'un SMS, pas besoin d'un appel. Ce n'était pas quelque chose qui nécessitait une approche douce. J'ai composé son numéro, les anneaux faisant écho à mon oreille avant que la messagerie vocale ne reprenne. J'ai raccroché avant le bip. Je n'avais pas besoin de sa messagerie vocale. J'avais besoin de le verrouiller. Je savais où aller. La place de Gilbert et Michel. Leur manoir dans l'Upper East Side. Où tout devait être parfait. Où les sourires n'ont jamais vraiment atteint les yeux. Où les gens qui s'étaient moqués de ma mère avaient maintenant l'une de ces choses les plus précieuses. Je n'ai pas perdu de temps. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis parti, me dirigeant directement là-bas. Peu importait que je ne leur ai pas réfléchi depuis que je suis sorti. Le médaillon était à moi, et personne n'a pu me prendre ça. Je me tenais devant leur maison pendant un moment, l'air froid du soir mordant ma peau. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme un étranger dans ce monde, comme un homme qui n'appartenait plus à un endroit où les apparences signifiaient tout et rien du tout. J'ai appelé la sonnette et le son était comme un écho de mon ancienne vie quand je ne reconnaissais plus. Rel a répondu à la porte et son visage était serré avec ce sourire de pratique. Dominique, a-t-elle dit, sa voix est allongée d'une douceur de force. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis là pour quelque chose, dis-je, ma voix stable. Le médaillon. Vous l'avez. Ses yeux se sont déplacés juste un instant. Un éclair de quelque chose de culpabilité peut-être avant de se remettre. De quoi parlez-vous? Le médaillon. Verquet d'Elisa. Je sais que Léona l'a pris. Mes paroles étaient émoussées, tranchantes. Elle recula,
la porte grinçant légèrement plus large. Léona la prit. C'est absurde. Donnez-moi, dis-je, passant devant elle dans la maison. Je n'ai pas attendu qu'elle m'invite. Je ne pars pas sans ça. Elle hésita, ne l'attend pas clairement. Son sourire a échoué pour une fraction de seconde, et je pouvais dire que ce n'était pas parce qu'elle était nerveuse à mon sujet. C'est parce qu'elle savait. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Léona n'est pas là, dit rapidement Raël. Elle est sortie. Je me fiche de l'endroit où elle est, répondis-je, ma voix froide. Je ne pars pas avant de la voir. Elle était silencieuse pendant un long moment. Enfin, elle se tourna et descendit le couloir sans un autre mot. Je l'ai suivie dans le salon. La grandeur de tout cela. Sur des meubles en peluche, des tapis ornés, des peintures qui coûtent plus cher que ma première voiture. Se sentir étranger. Ce n'était plus mon monde. Michel s'est arrêté près de la cheminée et a atteint un petit tiroir dans la table d'appoint. Il était clair maintenant qu'elle avait toujours connu. Elle a sorti le médaillon, le tendant comme si elle offrait un cadeau. Ses doigts ne l'ont pas touché longtemps, cependant. C'était comme si elle savait que cela n'appartenait pas à ses mains. Elle l'a remis en silence et je l'ai pris sans hésitation. Merci, dis-je catégoriquement, mes doigts se recroquevillant autour de l'argent frais. Le médaillon se sentait plus lourd maintenant, alourdi par la tromperie qui l'avait entouré. J'y vais maintenant. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis passé devant Raël et son comportement glacé, et je suis de retour dans la nuit. Alors que je tenais le médaillon dans ma main, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un symbole du passé. C'était un rappel de ce qui comptait, de ce pourquoi je me battrais, même si cela signifiait tout laisser derrière. Le médaillon était assis dans ma paume tout au long du retour à la maison. Le poids de celui-ci bien supérieur à celle de l'argent dont il était fabriqué. Je ne l'ai pas rasé dans mon manteau ni le glissé dans ma poche. Je voulais le sentir. Je voulais sa présence froide dans ma main comme un rappel de tout ce qui avait été volé, puis est revenu, pas par remords, mais l'exposition. Il n'y avait eu aucune excuse, aucune reconnaissance d'acte répréhensible de Michel ou de Léona, juste un transfert, comme s'ils rendaient quelque chose qu'ils ont oublié qu'ils n'auraient pas dû toucher. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le sol de mon appartement, en arrière contre le canapé, les genoux s'arrêtent, le médaillon toujours dans ma main. L'endroit était trop calme, le genre de calme qui rend le chagrin résonner plus fort. J'ai regardé autour du salon, à moitié décoré pour un avenir qui ne se produirait jamais. Il y avait encore des cartes de remerciements que je n'avais pas écrites et des enveloppes RSVP de gens qui ont probablement chuchoté mon nom sur le vin, me demandant ce qui s'est réellement passé. Ils avaient probablement déjà entendu une version de l'histoire. Un enveloppé dans juste assez de civilité et de distorsion pour me peindre comme l'instable. Il est devenu émotif, disait-il. Il a embarrassé Léona devant tout le monde pour ce qu'une blague. Mais le chagrin n'a pas besoin de l'autorisation pour prendre de la place. Il n'attend pas que le timing soit poli. Cela ne se soucie pas de vos arrangements floraux ou de votre réputation. Il apparaît juste corsé, sauvage et implacable. Le texte a commencé à arriver avant minuit la nuit où je suis sorti. Au début de ses amis, quelques-uns du cercle étendu de Léona. Message poli, confus. Ça va? Y a-t-il encore un mariage? Puis vinrent les passifs agressifs. Tu devrais vraiment lui parler, Dom. Elle est dévastée. Il n'est pas trop tard pour résoudre ce problème. Réparer ceci. Comme si le chagrin était une fuite dans un tuyau. Comme si la trahison était une tache sur une nappe qui pourrait être essuyée. Et puis est venu les messages de Léona elle-même. Les premiers ont été prudents, testant les eaux. Je suis désolé que ça soit incontrôlable. Pouvons-nous parler? Puis vint la défensive. Je n'ai pas ri pour te faire du mal. Je ne savais pas que cela signifiait autant. Et puis finalement le blâme. Tu m'as humilié. Tu aurais pu me retirer. Vous avez fait une scène. Chacun a ébréché quelque chose en moi. Non pas parce que je l'ai manqué, mais parce que cela a confirmé ce que je craignais déjà. Elle ne l'a pas compris. Pas alors. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je ne suis pas sorti parce que j'étais fragile. Je suis sorti parce qu'elle était fragile dans sa loyauté, fragile dans son personnage. Au moment où ses parents se sont moqués de la mémoire de la femme qui a aidé à l'élever, elle s'est effondrée dans le silence, dans le rire, à l'autopréservation. Élise ne m'a pas élevé pour se pencher quand c'était le plus important.
Elle m'a élevé pour reconnaître la différence entre l'amour et l'obligation, entre le pardon et la folie. J'ai donc pris une décision. Le lendemain matin, j'ai remonté le compte de mariage conjoint. J'y contribuais régulièrement depuis plus d'1 an, en déposant ce qui aurait été l'argent du fonds de lune de miel, un acompte sur un plus grand appartement, des économies de sauvegarde au cas où nous voulions essayer un enfant tôt, près de 18 000 $ au total. J'ai regardé le numéro pendant un long moment, mon doigt planant sur l'option de transfert. Ensuite, j'ai fait ce que ma mère aurait fait. J'ai fait don du montant total à une fondation Cancer Care en son nom. Pas pour la vengeance, non pas pour faire un point. Mais parce qu'Élise croyait aux terminaisons de transformation en début pour quelqu'un d'autre, sinon vous-même, parce que quelque part là-bas, la mère de quelqu'un était assise dans une chaise de traitement qu'Élise s'était une fois assise, se demandant si elle aurait une seconde chance. Peut-être que maintenant elle le ferait. Après le transfert, j'ai envoyé un dernier message à Léona. Court, sans émotion. Le fonds de mariage a été donné à la Élise Warren Cancer Support Initiative. Elle a aidé votre famille une fois. Maintenant, elle aidera les autres. Prenez soin de vous. Elle n'a pas répondu. Pas ce jour-là. Pas le suivant. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Elle avait toujours préféré la fermeture qui avait l'air bien sur le papier. Le genre qui ne gâchait pas son eyeliner ou ne la force pas à expliquer ses silences. Mais il y a des silences dont vous ne pouvez pas revenir. Certains échos qui sonnent plus fort que toutes les excuses. Dans les jours qui ont suivi, je suis retourné dans les endroits qui m'ont rappelé qui j'étais avant que l'engagement ne m'avalait entier. La librairie Élise m'emmène le dimanche. La boulangerie où nous avons obtenu ses muffins au citron préférés. J'ai même visité le parc où elle marchait, où elle s'arrêtait et s'asseyait sur le même banc météo avec un thermos de thé et un livre de poche sur ses genoux. Je n'ai pas pleuré, pas fort, pas évidemment. Mais quelque chose en moi s'est ouvert à nouveau, juste un peu. Pas de faiblesse, mais de la libération. J'étais en deuil. Pas seulement ma mère, mais la vie dans laquelle je me suis presque épousé. La personne que j'avais essayé si fort d'aimer en mieux quelqu'un. Et l'homme que j'avais presque cessé d'être dans le processus. Ce genre de chagrin ne vient pas avec des rituels. Il n'obtient pas de cérémonie. Il n'y a pas de playlist, pas de gâteau, pas de registre. C'est le genre de perte qui vous remodèle tranquillement. Et tout comme Élise disait, vous n'avez pas besoin de la permission du monde pour pleurer ce qui vous a fait mal. Un après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste. Aucune adresse de retour. Je l'ai ouvert lentement, prudemment. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier portable plié. Écrit dans une main prudente était une seule phrase. Elle aurait été fière de vous. Aucune signature, aucune explication. Mais je savais si c'était de Brenna, de mon père ou de quelqu'un qui était à ce dîner sur le toit et a vu ce que je défendais, je m'en fichais. J'ai plié la note et l'ai placée à l'intérieur du médaillon. Ensuite, j'ai remis le médaillon autour de mon cou où il appartenait. Je ne l'ai pas porté pour le spectacle. Je l'ai porté parce que cela m'a ancré. Parce que cela m'a rappelé que le chagrin n'était pas une blessure à cacher. C'était un rappel à ressentir, à mieux choisir, à aimer plus fort. Mais seuls ceux qui aimaient le retour sans vous le supplier. La date était toujours imprimée sur les invitations que je n'ai jamais envoyées. Bold Saraf Police en relief en feuille d'or. 16 septembre. Ce qui était censé être le début d'un vœu de toujours transformé en une journée tranquille. Personne, mais je me suis souvenu. Il n'y avait pas d'invité, pas de tour de champagne, pas de photographe n'attendant de capturer ce premier baiser en tant que mari et femme. Juste moi debout dans la serre à ma mère, je m'échappe quand la vie est devenue trop forte. Je n'étais pas venu ici depuis qu'Élise est décédée. La promenade de la porte d'entrée à l'entrée arrière était plus longue maintenant, plus lourde. Pas à cause de la distance, mais à cause de tout ce que j'ai dû laisser pour faire cette promenade. L'homme qui pensait que l'amour pouvait être gagné. L'homme qui a confondu la tolérance à la compatibilité. L'homme qui a regardé le nom de sa mère s'est moqué et a toujours débattu de l'opportunité de s'exprimer. Il n'appartenait pas à cette serre. Mais je l'ai fait. Je me suis laissé entrer avec la clé de rechange encore enterrée sous la statue de grenouille en céramique qu'elle avait autrefois appelée ridicule mais chanceuse. L'air à l'intérieur était chaud, humide, terreux. Le parfum de sol humide et de lavande fleurie enroulait autour de moi comme un vieux pull. Cet endroit n'appartenait à personne maintenant. Pas vraiment. Il était assis verrouillé la plupart du temps, conservé comme un sanctuaire.
Mais Élise avait toujours dit que ce n'était pas censé se taire. Une serre est un utérus. Elle m'a dit une fois que les choses venaient ici pour grandir, pas pour mourir. Je marchais entre les rangées de plantes, les doigts traînant sur les feuilles qu'elle avait autrefois nourries. Quelques fougères avaient dépassé leur peau. Les orchidées qu'elle aimait le plus avaient légèrement détenu. Personne n'avait coupé leur stock. Mais encore, l'endroit respirait. Il a pulsé de mémoire. Avec amour, je me suis assis sur le petit banc en bois à l'arrière, celui qui a ignoré son coin préféré des plantes succulentes et de la sauge. Le médaillon était toujours autour de mon cou, chaud maintenant de la chaleur de ma poitrine. Je l'ai enlevé doucement et je l'ai tenu dans ma paume. Je l'avais presque donné. Presque l'a perdu auprès d'une femme qui ne comprenait pas ce que cela signifiait de porter l'héritage d'une autre personne. A presque dit que je fais à quelqu'un qui ne pouvait pas dire que je le ferais quand cela comptait. Mais maintenant j'étais exactement là où j'étais censé être, entouré de racines qui ne mentaient pas. Quelques personnes m'avaient appelé courageuse dans les jours depuis que je suis parti. Ils l'ont dit en passant, comme un badge qu'ils voulaient épingler à ma poitrine. Mais je ne me sentais pas courageux. Je me sentais cassé, réorganisé, défait d'une manière qui ne soit pas venue avec des applaudissements. S'éloigner de Léona n'avait pas été un acte de courage. C'était un acte de survie, de me souvenir de qui j'étais avant d'essayer de devenir quelqu'un qui pouvait s'intégrer dans son monde. J'ai tiré un petit cahier de la poche de mon manteau, celui d'Élise avait l'habitude d'écrire ses notes de jardin. J'avais rempli les dernières pages de la semaine dernière, griffonnant des choses que j'avais peur de dire à haute voix. Aujourd'hui, j'ai ouvert sur une nouvelle page. 16 septembre, quel aurait été le jour de mon mariage? J'ai écrit cela au sommet, puis je l'ai regardé pendant longtemps. Je pensais que je ressentirais de l'amertume, du regret, mais à la place, je me sentais encore que la tempête s'était écoulée et tout ce qui restait était le calme après la pluie. Je promets, j'ai chuchoté à haute voix que l'avenir que je construis à partir d'ici vous honorera. Ce n'était pas un vœu dit sous un autel, mais cela comptait plus que tout ce que j'aurais pu parler devant une foule. J'ai promis à Élise que je ne serais plus jamais si loin de forme pour l'amour que je ne me reconnaissais plus. J'ai promis de ne jamais laisser le silence se tenir à la place de la protection. J'ai promis que je vivrais pleinement, non pas dans le chagrin, mais en mémoire, non pas dans la peur, mais en vérité. J'ai pressé le médaillon vers mes lèvres. Tu n'es pas parti, dis-je. Pas là où ça compte. Le soleil s'est déplacé à l'extérieur, jetant une lumière dorée à travers le plafond de la serre. Il a illuminé les taches de poussière dans l'air comme des étoiles. J'y suis resté pendant des heures, juste respirer, juste me souvenir. Je n'avais pas besoin de fermeture. La fermeture était un mythe. Ce dont j'avais besoin, c'était de la clarté. Et je l'avais trouvée à chaque instant depuis que je défendais Élise dans cette pièce pleine de trahisons polies. J'ai alors pensé à Léona. Pas avec haine, pas même avec douleur, mais avec le genre de détachement que seule la vérité peut apporter. Elle n'était pas mauvaise, juste petite. Petit dans les moments qui nécessitaient une grandeur. Petit quand il était temps d'avancer et de tracer une ligne dans le sable. Je ne la détestais pas. Je l'ai opposée parce qu'elle avait passé si longtemps à essayer d'impressionner le monde qu'elle a oublié comment aimer quelqu'un pleinement. Elle m'a perdu quand elle a choisi le silence sur l'épine dorsale. Elle m'a perdu la seconde où elle a ri et elle a perdu le droit de dire que le nom d'Elisa la seconde, elle l'a réduite à une punch clean. Au moment où j'ai quitté la serre, la lumière s'estompait. J'ai verrouillé la porte derrière moi, mais pas avant de couper un brin de romarin, le favori d'Elisa. Pour le souvenir, elle disait, le rentrant dans des livres ou des anneaux de serviette ou sa poche pendant les promenades. Je l'ai glissé derrière mon oreille alors que je marchais sur le chemin, l'odeur tranchante et la mise à la terre. Il n'y avait pas d'anneau de mariage sur mon doigt. Aucune réception qui m'attend. Pas de photos à télécharger, je rentre à la maison avec un brin de romarin et un vœu chuchoté dans le ciel. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne pleurais pas ce que j'avais perdu. J'honorais ce que je portais encore. Son amour, son héritage et mon nom, Dominique Warren. Pas le marié, pas l'erreur. Juste un homme enfin libre. Je n'avais pas besoin de 12 colombes ou des fontaines de champagne ou des serviettes monogrammes assorties pour savoir ce qui comptait. J'avais juste besoin de ça. Un après-midi tranquille, la mémoire d'une mère et la force de dire non à une vie qui m'aurait trahi quotidiennement. Alors que je tournais sur mon bloc, je me sentais plus léger. Non pas parce que tout était fixé, mais parce que je ne ressentais plus le besoin de faire semblant. La vérité m'avait coûté tout ce que je pensais vouloir,
mais cela m'a donné tout ce dont j'avais besoin, et je n'ai jamais regardé en arrière.